bienvenue dans le podcast Bien dans mon ventre. Je suis Anne-Sophie Pasquet, je suis naturopathe et formée à la micronutrition et absolument passionnée de santé naturelle. Il y a quelques années, j'avais une digestion très compliquée et j'avais constamment mal au ventre. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à la santé naturelle et à modifier mon alimentation et mon hygiène de vie, et ça a complètement transformé ma digestion et ma vie au global. J'ai alors décidé de me spécialiser dans le domaine du digestif, de l'alimentation et du microbiote pour pouvoir aider les autres à retrouver un ventre serein. Et je forme aujourd'hui également les naturopathes, nutritionnistes et autres professionnels de santé à la prise en charge des troubles digestifs. Aujourd'hui dans ce podcast, je te partage mes meilleurs conseils pour que tu puisses toi aussi te sentir au top, en pleine santé et te sentir bien dans ton ventre et dans ta vie. Maintenant c'est parti pour l'épisode du jour, bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui c'est l'épisode numéro 57 et on va parler de nourriture, mais pas de nourriture qu'on met dans notre assiette, mais plutôt de nourriture intellectuelle. Ça faisait un moment que j'avais envie de faire cet épisode et en fait je me demandais si j'avais assez de choses à dire sur le sujet. Donc j'ai préparé l'épisode en me disant écoute on verra bien, je vais mettre sur le papier tout ce que j'ai à dire. Et finalement je me suis rendu compte que j'avais quand même beaucoup de choses à dire et que ça valait bien le coup d'en faire un épisode. Donc ce sera un épisode un peu différent aujourd'hui, moins scientifique, moins technique peut-être, ou quoique, mais peut-être plus philosophique, un peu plus de réflexion, ce qui fait pas de mal de temps en temps parce que l'aspect technique scientifique c'est bien, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Et puis c'est vrai que je parle beaucoup d'alimentation et de digestion physique sur cette chaîne de podcast, mais je voulais rappeler dans cet épisode l'importance de la nourriture intellectuelle que l'on consomme. Pourquoi ? Eh bien parce que finalement ça entre dans le cadre de l'hygiène de vie. J'ai déjà rappelé plusieurs fois qu'elle ne se résumait pas à la seule alimentation, qu'il y avait aussi la gestion du stress, l'activité physique notamment. C'est un peu les trois piliers majeurs de la santé en vision naturopathique, donc sur lesquels on va travailler en premier lieu. Mais la nourriture intellectuelle et l'environnement dans lequel on évolue, ils ont également un rôle majeur à jouer sur notre santé et sur notre bien-être, aussi bien physique que mental, et c'est donc ce que l'on va voir dans cet épisode. Alors commençons sans plus tarder par une petite définition. Qu'est-ce que j'entends par nourriture intellectuelle ? Eh bien c'est en gros tout l'environnement qui nous entoure, mais en particulier à la fois nos relations et les discussions que l'on va avoir avec nos relations, mais aussi le contenu qu'on va consommer en ligne, sur les réseaux sociaux, à la télévision, en livre, en podcast, tout le contenu clairement que l'on va consommer. En gros, c'est tout ce qu'on va laisser entrer dans notre tête, dans notre vie, de manière consciente ou non. Et ça, c'est important parce que cette notion de conscience, de faire les choses, elle va être importante dans cet épisode. Mais en gros, tout ça, tout ce qu'on laisse entrer dans notre tête, dans notre vie, de quoi est faite notre vie, tout ça, ça va avoir un impact sur nous, sur notre état physique et mental, mais aussi sur nos choix, sur nos décisions, sur notre humeur, notre niveau de stress, etc. Et ça peut paraître assez anodin parce que c'est peut-être pas toujours très tangible et pourtant c'est bien réel et c'est tout aussi important que ce qu'on met dans notre assiette. Je me souviens pendant mes études de naturopathie, j'avais un prof qui répétait souvent, et si certains ont suivi la même formation que moi, vous allez savoir tout de suite de qui je parle parce qu'il a tendance à beaucoup répéter cette phrase. Il nous disait il vaut mieux en gros manger une carotte pleine de pesticides avec entourée de nos amis, entourée de gens qu'on aime, plutôt que de manger une carotte bio tout seul en train de pleurer devant son assiette parce qu'on est malheureux. Sous-entendu, en gros, l'importance de ce qu'on met dans notre assiette, elle est équivalente à l'importance de ce qui nous entoure et des choses qui font aussi partie de notre vie. Et c'est ça que je mets un peu sous cette appellation nourriture intellectuelle qu'on peut résumer aussi à notre environnement. Mais là, c'est vraiment l'environnement à la fois passif et actif, dans le sens où l'environnement, il y a certaines choses qu'on peut pas forcément contrôler, ou en tout cas, il y a des choses qu'on peut pas contrôler, et puis il y a aussi des choses qui sont peut-être un peu moins tangibles.
Mais il y a aussi l'environnement actif dans le sens ce qu'on choisit vraiment consciemment de dire, de faire, de regarder, de lire, de consommer, etc. Donc on va voir ensemble l'impact que ça peut avoir sur notre stress, notre motivation, nos envies, notre vision de la vie, mais aussi bien sûr comment faire pour optimiser son environnement. Je vais vraiment vous donner un peu des conseils pratico-pratiques que j'ai moi-même pas mal appliqués ces dernières années et qui m'ont fait le plus grand bien. Donc voilà, je vous dévoilerai tout ça en fin d'épisode. Mais on commence d'abord avec l'impact de l'environnement sur notre stress. Alors vous en avez peut-être pas conscience, mais ce que l'on voit, ce que l'on entend, tout ce qui entre par nos sens, donc la vision, l'audition, vont avoir un impact sur notre ressenti. Vous l'avez peut-être remarqué si vous êtes un peu sensible comme moi, si on vous met en plein milieu d'une ville, d'une rue commerçante par exemple, où il y a plein de monde, plein de gens, plein de bruit, vous serez pas dans le même état que si on vous met au plein milieu d'une forêt super calme. Moi, clairement, je sais que ça peut vite m'agresser un peu quand je me retrouve dans un environnement surpeuplé, surbruyant, surstimulant. Forcément, je vais pas du tout être dans le même état que si je suis dans un environnement super calme. En fait, c'est vraiment naturel, c'est-à-dire que je vais même pas le faire exprès. C'est juste que mon corps va réagir forcément parce que s'il y a plein de stimulation autour de moi, ça va être beaucoup plus fatigant et stressant que s'il y a moins de stimulation autour de moi. Et c'est la même chose aussi si vous consommez du contenu violent par exemple, ou qui fait peur, votre système nerveux il sait pas forcément faire la différence entre le virtuel et le réel. Donc ça aura forcément un impact sur vous. Vous l'avez sûrement remarqué quand vous regardez un film violent ou un film d'horreur, vous en ressentez les effets. Vous avez le cœur qui s'accélère, vous transpirez, vous bloquez votre respiration, vous n'êtes pas hyper détendu en mode à moitié en train de vous endormir. Vous êtes plutôt en mode votre corps réagit quoi. Même si vous n'êtes pas en train de vivre vous-même la scène, mais rien que le fait de voir la scène, ça vous met dans un état quand même de tension et de stress. Alors évidemment, je suis pas en train de dire qu'il faut absolument jamais regarder de films violents ou de films d'horreur, quoique. Mais en gros, voilà, quand c'est de temps en temps, pourquoi pas, évidemment, il y a rien de mal à ça. Des fois, ça fait du bien aussi un peu de se faire peur pour de faux. Ça nous rassure entre guillemets parce que finalement, on se rend compte que c'est du faux et que en fait tout va bien dans notre situation. Mais si c'est tous les jours, si c'est très régulièrement, ça devient un stress chronique. Et on n'a pas besoin de ça. Je pense que clairement, au niveau du stress chronique, on a déjà suffisamment, on a tout ce qu'il faut. Merci, on est complet ici. Donc voilà, c'est des choses, on s'en rend pas forcément compte, mais l'environnement dans lequel vous évoluez va énormément jouer. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des personnes qui, par exemple, quittent la ville pour aller vivre à la campagne, parce que finalement, la ville, ça les stresse. J'en suis un très bon exemple. Bon alors, je suis pas partie à la campagne, mais moi j'ai vécu pendant plusieurs années à Paris et je n'en pouvais plus. J'ai adoré les premières années parce que j'étais en fin d'études, jeune active, j'avais tous mes copains à Paris, c'était super les premières années. Mais à la fin, et particulièrement quand j'étais en formation de naturopathie, où j'étais plutôt quand même dans une dynamique un peu plus, on va dire, d'introspection, de changement de vie. Alors là, vraiment, je n'en pouvais plus de Paris. C'est-à-dire que même prendre le métro, c'était devenu une épreuve où j'étais quand même pas loin de la crise d'angoisse. Alors que auparavant, ça n'avait pas trop d'impact sur moi. Mais il y a un moment, j'ai senti vraiment que cet environnement ne me faisait plus du tout du bien et que j'avais besoin de beaucoup plus de calme, de moins de monde, de moins de bruit, de plus de calme, de moins de vitesse aussi, parce qu'à Paris, tout va très vite, les gens courent, tout, voilà. Et je m'étais modelée sur ce schéma-là. C'est vrai que je me rendais compte quand j'avais des proches qui venaient me voir à Paris, des fois ils me disaient mais pourquoi tu cours? Je disais mais je cours pas, je marche. Mais en fait je marchais hyper vite comme tout le monde à Paris parce que on est tous pressés, on n'a pas le temps, oulala vite, faut aller vite. Et donc moi j'ai quitté Paris. Alors j'ai migré à Bordeaux, bon c'est pas vraiment la campagne mais par rapport à Paris franchement on n'en est pas loin et ça m'a fait vraiment le plus grand bien. Et encore même aujourd'hui je n'habite plus dans le centre de Bordeaux, je suis un peu excentrée donc je suis presque à la campagne. Donc voilà parce que je sentais bien que l'environnement dans lequel j'étais ne me convenait plus. Donc c'est surtout ça qui est important, c'est de se demander si vraiment ça nous convient ou pas. Déjà, par rapport à notre niveau de stress, de se demander est-ce qu'il n'y a pas des choses autour de moi qui me stressent sans que je m'en rende compte,
ou sans que ça vienne de moi, mais qui finalement ont un vrai impact sur moi. Le deuxième impact que notre environnement peut avoir, c'est sur notre motivation et sur nos envies. Si par exemple vous avez envie de prendre mieux soin de votre santé, de prendre mieux soin de vous, de mieux manger, peut-être de perdre du poids ou d'améliorer votre énergie, mais que vous ne consommez que du contenu lié à la junk food, par exemple, aux jeux vidéo, au gossip, à des choses qui sont absolument à l'opposé de le fait de prendre mieux soin de soi, il est peu probable que vous ayez l'impulsion de mettre les choses en place. C'est tout bête, mais vous l'avez sûrement remarqué. Quand on voit des gens faire du sport, on a envie de faire du sport, ou en tout cas, ça nous projette quand même dans une éventualité de faire du sport. Quand on voit des gens manger des choses saines et gourmandes, ça nous donne envie. Au même titre que quand on voit des gens manger, des donuts dégoulinant le chocolat, potentiellement, ça nous donne envie. Tout simplement parce que on a une espèce d'empathie et c'est aussi un peu les neurones miroirs dont vous avez déjà peut-être entendu parler, qui font que on va avoir tendance à, quand on voit quelque chose, en fait, ça réagit en nous et d'une façon ou d'une autre, et il se peut que ça nous implicitement, ça nous donne envie de faire la même chose, de consommer la même chose. Voilà, c'est le principe de la pub. Les pubs, ça nous montre les objets en nous disant oh c'est génial, c'est super. Tout d'un coup, on voit une pub pour un fameux soda. Eh bien, on a envie d'en boire un. Alors que une minute avant, si on vous avait demandé, vous auriez dit non, j'ai pas envie. Donc c'est important aussi de faire attention au contenu que l'on consomme par rapport à aussi nos objectifs, nos envies, et ça c'est vraiment quelque chose de hyper important et qu'on sous-estime parfois. On se dit non mais c'est bon, j'ai décidé telle chose dans ma tête. Oui, mais en fait si on ne s'entoure pas, si on se met pas des espèces de barrières de sécurité pour s'aider un petit peu à aller dans la bonne direction, ça va être beaucoup plus compliqué. Et ça, ce que je vous dis quand on voit des gens faire du sport, manger des choses saines, etc., c'est le cas que ce soit en virtuel ou en réel. Ça peut être soit ce que vous consommez sur les réseaux sociaux, soit aussi les personnes que vous fréquentez. Il y a beaucoup d'études maintenant qui ont montré que si vous avez, par exemple, des amis obèses, vous avez plus de risques de devenir obèse vous aussi. L'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire que si vous êtes en surpoids et que vous avez envie de perdre du poids et que vous êtes entouré de gens qui ont un poids qui correspond à ce que vous souhaitez atteindre, ce sera plus facile pour vous d'atteindre cet objectif-là. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on adopte les mêmes habitudes que notre entourage la plupart du temps. C'est normal, on est entouré de... Imaginons, je sais pas, vous allez au restaurant, vous êtes entouré de 5 amis, vous êtes dans l'optique de dire, moi voilà, j'ai envie de manger sainement, donc je me réserve le sucre, les desserts pour le week-end et la semaine, je décide de ne pas en manger. Vous allez au restaurant un mardi soir, par exemple, avec 4 amis et il se trouve que tout le monde décide de prendre un dessert à la fin du repas. Est-ce que vous pensez que ça va être facile pour vous de refuser de prendre un dessert, ou est-ce que vous pensez que vous n'allez pas être complètement tenté de prendre un dessert en vous disant bon allez, je vais faire comme tout le monde, c'est pas si grave, allez, si tout le monde prend un dessert, du coup j'en prends un. Et voilà, tout simplement, vous voyez un peu ce genre d'habitude, c'est normal en fait, on est aussi influencé par les personnes qui nous entourent, en bien ou en moins bien, en fonction de ce qu'on choisit et en fonction de nos objectifs, et donc ça forcément, ça va jouer. Donc si vous avez envie d'aller dans une direction, ça peut être intéressant de consommer du contenu qui vous amène dans cette direction, et pas dans la direction inverse. L'environnement, il a aussi un impact très fort sur notre vision de la vie. Ça rejoint un peu ce que je disais avant, mais là, avant, je parlais plutôt des motivations et de nos envies. Mais là, si on aborde la question vraiment de la vision de la vie, on dit souvent, vous avez peut-être déjà entendu ça, que on est la somme des 5 personnes qui nous entourent. Que en gros, les 5 personnes qui nous entourent, que l'on côtoie le plus, finalement, c'est presque ce qui nous définit nous. Mais ça concerne aussi le contenu que l'on consomme, les personnes que l'on suit sur Instagram, les séries que l'on regarde, les livres qu'on lit. Tout ça, ça va avoir un impact sur nous. Et c'est vrai que autant pour les personnes que l'on côtoie, on s'en rend compte, autant pour le contenu que l'on consomme en ligne, parfois, on s'en rend moins compte. Mais si vous vous inspirez de contenu positif, optimiste, qui vous apprend des choses, vous vous sentirez probablement mieux que si vous vous inspirez de contenu dramatique, violent, pessimiste, qui met en avant les choses affreuses de la vie. C'est un peu mathématique, en fait. Là, j'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes. Mais je pensais malgré tout que c'était intéressant de le rappeler parce que je trouve que parfois, et moi la première, on est trop dans la passivité par rapport au contenu que l'on consomme et on se rend pas forcément compte de l'impact que ça peut avoir.
Donc voilà, en gros, l'impact de l'environnement, de notre environnement, de notre nourriture intellectuelle, l'impact que ça peut avoir sur notre niveau de stress, sur notre motivation et nos envies, mais aussi sur notre vision de la vie. Alors maintenant, comment on fait ? Comment on optimise son environnement pour qu'il nous aide à être en meilleure santé ? Eh bien, je vous ai détaillé, combien j'en ai ? 4 points. 4 points principaux qui vont vous permettre de, en gros, sortir de la passivité et redevenir acteur du contenu que vous consommez. Et ça, je trouve que c'est vraiment hyper important, particulièrement avec les réseaux sociaux, et c'est le point numéro 1. Mon point numéro 1, c'est vraiment de choisir avec soin tout le contenu que vous consommez. Que ce soit sur Instagram, TikTok, Facebook ou n'importe quel réseau social qui existe dans ce monde, on a tendance à vite devenir passif quand il s'agit des réseaux sociaux. Tout simplement parce que l'algorithme, il est très bien fait. L'algorithme, il est là pour nous faire rester le plus longtemps possible. Donc, il va nous montrer des choses qui vont capter notre attention, qui vont faire qu'on va rester encore plus longtemps, qu'on va continuer à consommer des choses, qu'on a envie d'aller voir ce qui se passe ensuite. Et c'est pour ça qu'on peut vite devenir passif. Dans le sens où l'algorithme, des fois, il nous montre des trucs qu'on n'a pas demandé, mais il teste un peu, quoi. Il se dit, je vais lui montrer ça, et puis si j'ai l'impression que ça lui plaît, je vais lui en montrer encore plus. Et on peut se retrouver parfois à consommer du contenu qu'on n'aurait pas du tout choisi au premier abord, et qui peut parfois nous faire nous sentir quand même plutôt mal. Donc mon premier conseil, c'est donc de choisir avec soin tout le contenu que l'on consomme. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire déjà, dans un premier temps, d'arrêter de suivre des comptes qui ne nous font pas nous sentir bien, même si ce sont des comptes plutôt positifs, même si ce sont des comptes d'amis. Mais si on se sent un peu nul après avoir consulté leur contenu, ou si on se sent un peu jaloux ou un peu déprimé ou juste pas bien, eh bien on arrête de suivre ces comptes ou on les met en sourdine. Et croyez-moi, vous allez vite vous rendre compte si ce contenu il vous manque ou non. Moi c'est quelque chose que j'ai mis en place, je crois l'année dernière. Ouais, ça doit quand même faire peut-être bien 1 an au moins. En fait, je me suis rendu compte que déjà je passais trop de temps sur Instagram par rapport au temps que j'avais envie d'y passer. Je me plaignais que j'avais pas assez de temps pour lire par exemple ou quoi, et quand je regardais mon temps d'écran sur mon téléphone, je me rendais compte qu'en fait je passais trop de temps sur Instagram, et encore c'était, je pense, beaucoup moins que la plupart des personnes. Après avoir comparé avec quelques-uns de mes amis, je me rends compte que finalement j'y passais pas tant de temps que ça, mais pour moi c'était déjà trop. Et surtout, je me suis rendu compte à l'époque que vraiment, ça me faisait pas du bien. Jamais je ne posais mon téléphone après avoir passé, je sais pas, une demi-heure sur Instagram en me disant c'était génial, j'ai passé un super moment, je me sens au top de moi-même, la vie est merveilleuse. En général, je reposais mon téléphone et il y avait un peu ce truc de je me sens pas terrible honnêtement, je me sens un peu nulle. Et encore, il a fallu mettre des mots dessus, parce que des fois on s'en rend même pas compte, ça peut être très très sournois. Et j'avais l'impression effectivement de consulter du contenu qui m'intéressait et tout, mais en fait ça me mettait dans un état de dévalorisation de moi-même, de ma vie, etc. Et je me rendais compte que vraiment ça me faisait pas du bien, et pourtant je suivais énormément de comptes vraiment qui m'intéressaient, c'est-à-dire que je suivais beaucoup de comptes sur la santé naturelle, sur des choses vraiment qui m'intéressaient, ou alors j'avais aussi les comptes de mes amis, etc. Mais je me suis rendu compte que déjà tous les comptes que je suivais de santé naturelle, au moment où j'étais, en tout cas, à ce moment-là de ma vie, ça me faisait me sentir un peu nulle, parce que du coup, je me comparais. Je me disais, oh là là, eux, ils font plein de contenu. Moi, à côté, franchement, je fais pas grand-chose, et puis c'est pas terrible ce que je fais. Eux, ils parlent de trucs, moi, je comprends rien. Vraiment, je dois être nulle et tout. Donc déjà, super. Et je me rendais compte aussi que même les comptes de mes amis, il y a plein de choses que je voyais. Soit je me disais, ma vie, elle est vraiment pourrie par rapport à la leur. Soit je me disais, en fait, j'adore mes amis, mais j'ai pas forcément besoin de savoir tout ce qu'ils font absolument toutes les 5 minutes, quoi. Et du coup, j'ai vraiment choisi de faire une expérience assez radicale. Ça a pas été facile au début, j'ai résisté, mais du coup, j'ai mis en sourdine absolument tous les comptes que je suivais sur Instagram. Donc c'est-à-dire que quand j'ouvrais mon feed Instagram, je n'avais rien, c'était noir, j'avais aucun post, j'avais aucune story, bien que Instagram est quand même vachement sournois, parce qu'il essayait quand même de me sortir des stories, mais vous voyez, à moitié grisées, comme ça, c'était genre, elles sont là, si jamais tu veux les regarder, mais voilà, ce que j'ai trouvé quand même assez dégueulasse, parce que j'avais tout mis en sourdine, donc techniquement, c'était pour absolument ne rien voir, donc ça a failli me faire replonger, mais quand même, ça m'a bien aidé. Et en fait, après avoir mis tous les comptes que je suivais en sourdine, je n'allais consulter que ceux qui me manquaient. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'allais consulter beaucoup moins de comptes,
Il y en a que j'allais plus voir du tout, même si c'était parfois des comptes de mes amis. Et c'était pas contre eux, c'était vraiment là où j'en étais dans ma vie à ce moment-là. Ça me faisait pas forcément du bien de voir tout ce qu'ils faisaient et de passer autant de temps, en tout cas, sur Instagram. Donc, je me suis rendu compte vraiment que déjà, il y avait très peu de comptes sur lesquels j'avais envie d'aller au quotidien. Et s'il y en avait, ceux-là, je les ai remis en non sourdine. Donc, ça me permettait d'avoir un feed Instagram vraiment épuré. Et puis, il y a plein de comptes que finalement, j'ai arrêté de suivre ou que j'ai laissé en sourdine et qui finalement ne m'ont pas manqué. Et ça m'a vraiment permis de diminuer le temps que je passais sur Instagram. Et ça m'a évité d'être juste passive à scroller indéfiniment sur Instagram sans faire attention à ce que je consultais. Donc honnêtement, ça n'a pas été facile, hein. Vraiment, encore une fois, j'ai dû un peu me faire violence, mais ça m'a vraiment aidé. Il y a même aussi un moment où j'avais désinstallé l'application et comme ça, je devais limite la réinstaller à chaque fois que je voulais aller sur Instagram. Ça, c'était aussi un peu radical. Et ça m'amène justement à mon deuxième point. Donc le premier, c'était vraiment de choisir avec soin tout le contenu que vous consommez sur les réseaux sociaux particulièrement. Et mon deuxième point, c'est vraiment de limiter le temps passé sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que même en choisissant le contenu que vous souhaitez faire rentrer dans votre tête, on a tendance à passer énormément de temps sur les réseaux sociaux, tout simplement parce que dès qu'on s'ennuie, ça nous fait une super distraction. Donc, on n'a pas envie de faire un truc, on va ouvrir un petit peu les réseaux sociaux. Là, on s'ennuie dans la file d'attente, ouvrons les réseaux sociaux. On est dans le train à rien faire, ouvrons les réseaux sociaux. Et comme je vous le disais, l'algorithme, il est fait pour nous faire passer le plus de temps possible sur les applications de réseaux sociaux, en nous montrant ce qui va nous plaire, en nous montrant du contenu toujours plus rapide, toujours plus chargé, toujours plus court. Vous avez remarqué sûrement que maintenant, ce qui fonctionne, c'est des vidéos qui vont très vite, où il y a je sais pas combien d'images par seconde, où limite on a le temps de rien voir, comme les bandes annonces des films, vous voyez. Et ça va toujours plus vite en fait, et du coup ça surstimule notre cerveau, donc notre cerveau il est super content parce que ça lui fait plein de choses à voir, mais nous ça nous rajoute en fait une espèce de surcharge, de surstimulation qui est vraiment pas bénéfique. Il est maintenant prouvé par de nombreuses études que plus on passe de temps sur les réseaux sociaux, plus on a de risques de se sentir mal, un peu nul, un peu déprimé, de se comparer aux autres, de trouver notre vie un peu nulle, de se dévaloriser, etc., etc. Et pourquoi donc ? Eh bien, tout simplement parce que, breaking news, les réseaux sociaux ne montrent qu'une partie de la réalité. Et souvent, on montre la partie la plus jolie. Évidemment, tout le monde le fait, moi la première. On va montrer des choses qui sont les plus esthétiques possibles, les plus intéressantes possibles et qui vont un petit peu magnifier la réalité. On va rarement montrer quand on passe une journée pourrie ou quand on a raté un truc ou quand, je sais pas moi, ça va pas ou que, on montre rarement déjà 100% de notre réalité. Et puis, en général, la partie qu'on montre, c'est vraiment la partie la plus jolie. Donc, évidemment que quand on consomme ce genre de contenu, eh bien, nous, on est un peu naïf. On croit que ce qu'on voit sur Instagram, c'est la réalité. Mais moi, la première, encore une fois, je vous dis tout ça, mais je suis la première à tomber dedans. Donc, quand on voit ça, on se dit, ah ouais, non, mais vraiment, ma vie, elle est pourrie à côté, parce que moi, du coup, c'est pas du tout pareil, etc. Sauf que vraiment, s'il y a une chose que la vie m'a appris ces dernières années, c'est que Instagram et la réalité sont vraiment deux choses différentes. J'ai rencontré pas mal de personnes qui, sur Instagram, avaient l'air d'avoir une vie incroyable, d'être les plus heureux du monde, vraiment d'être au top d'eux-mêmes. Et en fait, ce sont des gens qui... parfois, quand on les rencontre, on se rend compte qu'en fait, ils sont humains et que non, leur vie n'est pas si extraordinaire que ça, qu'ils sont pas si heureux que ça et que ce qu'ils montrent, ce n'est pas du tout la réalité. Parfois, ils le font pas exprès, parfois c'est juste, encore une fois, moi la première, ce que je vais partager sur Instagram, évidemment que c'est la partie la plus chouette de ma vie. Et parfois, d'autres le font complètement exprès, c'est-à-dire que tout simplement, ils mentent un peu sur la réalité, ils font croire des choses pour plaire à Instagram et plaire à l'algorithme et plaire à leurs abonnés, alors que la réalité derrière n'est pas tout à fait la même. Donc l'objectif, c'est de réduire le contenu que l'on suit et surtout réduire le temps passé sur les réseaux sociaux. Tout simplement parce que déjà vous avez mieux à faire de votre vie et objectivement je pense que ça ne vous fait pas forcément vous sentir super bien
Et souvent on a tendance à diminuer, à minimiser le temps que l'on pense passer sur les réseaux sociaux. Si vous regardez le temps passé sur votre écran chaque jour dans votre téléphone, maintenant tous les téléphones font ça, vous serez probablement choqué du temps que vous avez perdu sur les réseaux sociaux chaque jour. Et je suis sûre que vous sous-estimez le temps que vous y passez. Encore une fois, moi la première, il y a des fois où je me dis, je sais pas, aujourd'hui j'ai dû y passer un quart d'heure. Et là je regarde et en fait j'y ai passé 3 quarts d'heure. Ce qui finalement, je pense encore une fois par rapport à beaucoup de gens n'est pas énorme, mais déjà moi je trouve ça énorme. Je me dis mais en 3 quarts d'heure j'aurais pu faire tellement plein d'autres choses. Alors certes, j'ai apprécié quand même une partie du temps que j'ai passé sur Instagram, je suis pas maso quand même, mais je me dis que vraiment c'est quand même du temps perdu pour autre chose et que maintenant quand je dis ah non mais ça j'ai pas le temps de le faire dans ma journée, il y a une petite voix quand même dans ma tête qui me dit ouais si tu coupais Instagram déjà t'aurais un peu plus de temps dans ta journée. Bon après moi c'est un peu différent vu que c'est aussi, ça fait partie de mon métier de partager des choses sur Instagram, mais ce n'est pas pour autant que je veux que ça me bouffe la vie et je veux pas y passer 2 heures par jour. Donc après c'est une question de choix évidemment, là je vous parle de ça, chacun fait les choix qu'il veut, chacun utilise son temps comme il veut, mais en fait ce qui est surtout gênant au-delà du temps qu'on y passe dessus, c'est déjà on le sous-estime, donc en général on a l'impression qu'on a le temps de rien dans notre journée alors que finalement si on est un peu objectif on pourrait retrouver du temps. Et surtout le deuxième point c'est que souvent ça nous fait quand même nous sentir pas terrible. Donc voilà, moi ce que j'ai fait c'est que je me suis mis des limites de temps, notamment sur Instagram, ne serait-ce que pour me rendre compte du temps que je passe réellement dessus. C'est-à-dire que j'ai une alerte en gros qui me dit quand ça fait je crois 30 minutes que sur toute la journée que je suis sur Instagram, j'ai une alerte qui me dit attention ça fait déjà 30 minutes, il vous reste plus que, 5 minutes. Alors, je peux outrepasser cette limite de temps, je me suis pas mis un contrôle parental non plus, donc je peux moi-même dire, non, c'est bon, je continue à y aller consciemment, mais au moins, ça me fait un peu une alarme, vous voyez, des fois, je me dis, mais il est pas sérieux, là, mon téléphone, ça fait pas du tout 30 minutes, c'est pas possible. Bon, je sais qu'il ne ment pas, donc voilà, c'est vraiment, encore aujourd'hui, moi, j'ai tendance à sous-estimer le temps que je peux passer sur Instagram, et je vous dis Instagram, ça rejoint, ça englobe TikTok, Facebook, etc. Moi personnellement, je refuse d'installer TikTok, par exemple, parce que je sais que je vais plonger dedans la tête la première. Je sais que je vais y passer des heures, et je n'ai pas du tout envie de ça. Et pourtant, ma FOMO, vous voyez, je sais pas si vous savez ce que c'est, la FOMO, c'est la fear of missing out, c'est-à-dire la peur de louper quelque chose. Parfois me dit, ouh là là, installe TikTok, allez, tout le monde dit que c'est génial, tu vas apprendre plein de trucs, il y a plein de comptes super intéressants et tout. Mais vraiment, je refuse parce que je préfère dédier du temps dans ma journée à autre chose que de passer du temps sur TikTok, même si ça va m'apprendre plein de trucs super cool, même si, parce que je sais aussi que l'algorithme, il est très bien fait et que même si je me dis, allez, j'y vais que 5 minutes, ce sera quasiment impossible. Et en plus de ça, ça risque de me montrer du contenu, honnêtement, qui va pas non plus me changer ma vie, en tout cas au début, le temps que l'algorithme s'ajuste. Et je refuse, du coup, de plonger là-dedans. Alors c'est un peu radical, certes, mais au final, je me dis, en fait, avant, on s'en sortait très bien sans. Même, vous voyez, le fait de mettre mes amis en sourdine, par exemple, au début, je me disais, ah ouais, mais du coup, je vais louper tout ce qu'ils font de leur journée. Comment je vais faire quand je vais les voir après du coup, je pourrais pas leur dire, ah, j'ai vu ta story et tout. Mais je me dis, mais en fait, avant, on s'en sortait très bien. En fait, avant, quand on voyait nos amis, justement, on se racontait tout ce qu'on avait fait depuis la dernière fois où on s'était vus. Donc, voilà, il n'y a pas forcément besoin d'aller voir leur story absolument tous les jours pour voir absolument tout ce qu'ils font toutes les 5 minutes. Donc voilà, c'est aussi encore une fois un peu de remettre de la conscience sur tout ça et de devenir acteur plutôt que d'être passif. Le point numéro 3 que je vous conseille de mettre en place, c'est de choisir également avec soin le contenu que vous consommez hors des réseaux sociaux. Parce qu'on parle beaucoup des réseaux sociaux, et certes, ça nous occupe déjà une bonne partie de la journée, malheureusement, mais c'est important aussi de choisir le contenu que vous consommez à la télé, par exemple, si vous regardez la télé, ou sur Netflix, que ce soit des séries, des films, mais aussi des livres. Par exemple, est-ce que, si vous regardez la télé, est-ce que vous regardez les infos? Si oui, comment vous vous sentez en général après avoir regardé les infos? Est-ce que vous vous dites vraiment ce monde est génial et c'est super, l'humanité est une espèce absolument merveilleuse, ou est-ce que vous vous dites on va tous crever, c'est horrible, j'ai envie de mourir? Même chose, est-ce que vous regardez des séries un peu glauques qui vous font vous sentir un peu mal après, ou des policiers un peu glauques, un peu violents, des documentaires un peu déprimants, ou est-ce que vous regardez plutôt des séries un peu plus positives? Alors encore
une fois, hein, je suis pas en train de dire que c'est tout noir ou tout blanc et qu'il faut absolument jamais regarder ce genre de choses. Si vous, c'est votre truc, vous adorez ça, faites-vous plaisir, hein, j'ai envie de dire. Mais en fait, c'est vraiment juste de mettre une conscience après et de se dire, ok, comment je me sens du coup après avoir vu ça? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens pas ouf? Et surtout, on peut regarder un contenu et ne pas se sentir bien pendant 5 minutes après, c'est pas dramatique. Mais est-ce que cette sensation, elle vous suit genre le lendemain, plusieurs jours après? Ou est-ce que finalement, au bout de 5 minutes, ça va mieux? Donc ça, c'est important de se demander. Et c'est aussi important de se dire que c'est pas parce qu'une série ou un film est hyper tendance en ce moment que vous êtes absolument obligé de le regarder. Personnellement, moi, je regarde pas les infos. Jamais, c'est-à-dire que déjà je regarde pas la télé, je regarde que Netflix ou Disney+, et je choisis les séries que je regarde. Ça c'est un truc vraiment, je ne regarde jamais les infos, que ce soit le journal télévisé à la télé, que ce soit les infos sur internet, même avant ma seule source d'infos c'était le compte de Hugo Décrypte sur Instagram, et ben même ça j'ai arrêté de regarder, parce que même ça en fait ça me faisait me sentir vraiment comme une merde. Excusez-moi pour le vocabulaire, mais il faut dire ce qui est. Ça me faisait vraiment me sentir pas du tout bien, parce que les infos, en fait, c'est que du drame, de la violence, que des trucs assez horribles. Et j'entends bien que, moi, quand je dis ça à certaines personnes, des fois, on me dit, bah ouais, mais du coup, tu sais pas ce qui se passe dans le monde. Bah non. Mais en fait, est-ce que j'ai vraiment besoin de savoir tout ce qui se passe dans le monde? C'est-à-dire que quand il y a un truc absolument majeur qui se passe dans le monde, vous inquiétez pas, vous serez au courant. Il y aura toujours quelqu'un pour vous dire tiens, t'as vu ce truc? Et moi à chaque fois je passe un peu pour une débile en disant ah bon, non, j'ai pas vu. Et les gens des fois hallucinent, me disent mais comment ça t'es pas au courant de ça? Je suis là bah non, je suis pas au courant, je regarde pas les infos. Mais finalement, est-ce que ça me change mon quotidien, moi, de savoir que, je sais pas, moi, il y a eu, un énorme carambolage sur l'autoroute, par exemple. Bah, en fait, je préfère ne pas savoir parce que je peux rien y faire. Donc, en fait, ça me sert à quoi de savoir? À part m'angoisser, me dire, mais mon Dieu, ces pauvres familles qui ont perdu des membres de leur famille, c'est horrible, de me donner envie de pleurer et de me flipper la prochaine fois que je vais prendre la route. Bah non, personnellement, en fait, je préfère ne pas être au courant de tout ce qui se passe dans le monde. Voilà, c'est mon avis, hein. C'est vraiment là, je suis en train de vous dévoiler mon avis. Je sais que ça peut être totalement clivant. Il y a peut-être des gens qui vont m'écouter, qui vont dire mais elle est tarée celle-ci. En tout cas, moi, c'est ma façon de voir les choses, et c'est ma façon de voir les choses à l'heure actuelle. Mais voilà, je me dis que s'il y a un truc vraiment à savoir, je le saurai quoi qu'il arrive. Mais je préfère ne pas voir ni les infos. Je regarde pas non plus de séries hyper glauques, même si tout le monde en parle. Par exemple, j'ai pas vu la série Breaking Bad sur tout ce qui est fabrication de drogue, etc. Même s'il paraît qu'elle est très bien, qu'elle est même drôle, etc. J'ai vu le premier épisode, il m'a mis dans un bad trip terrible. J'ai dit non merci. J'ai pas vu non plus la série qui s'appelle You sur un mec qui harcèle une nana. Ça a l'air hyper glauque. Non, j'ai choisi de pas regarder, et je peux en citer encore beaucoup d'autres, hein. Il y a plein de séries où on m'a dit mais t'as pas vu cette série-là? Mais comment tu fais? Non, en fait, j'ai pas envie parce que moi je suis trop sensible à tout ça et ça me met vraiment dans un état pas terrible. Et j'ai pas envie de me sentir dans cet état-là. Donc j'ai regardé la série Stranger Things quand même, parce que j'avais commencé, j'avais envie de terminer, mais franchement c'était ma limite, hein. À la fin c'était un peu trop glauque et violent pour moi. Mais voilà, moi à chaque fois qu'on me recommande une série, je demande à la personne, est-ce que c'est violent? Est-ce que c'est glauque? Est-ce que c'est malaisant? Comment tu te sens après avoir regardé la série? Et si la réponse c'est oui, c'est violent, c'est glauque, c'est malaisant, eh bien je ne regarderai pas. C'est mon choix personnel. Mais en tant que bonne hypersensible, je choisis de ne pas m'infliger ça, et je choisis plutôt des documentaires plutôt inspirants, des séries un peu plus positives ou légères, des dessins animés aussi, j'adore, des choses qui me font me sentir bien et qui me montrent un aspect un peu plus positif de la vie et me transmettent des beaux messages. Pareil pour les livres, hein, je ne lis plus, alors je dis pas que j'en lirai plus jamais, hein, parce que j'aime bien en plus ce genre de livres, des policiers, parce que souvent il y a des descriptions de meurtres absolument horribles, et en fait non, j'ai pas envie de mettre ça dans mon cerveau et que ça reste là et que ça devienne une espèce de malaise qui reste avec moi pendant des heures ou des jours. Alors certes, ça peut paraître un peu naïf, un peu cuit les petits oiseaux, mais voilà, moi c'est mon choix. Je me dis qu'en fait il y a déjà tellement de choses assez horribles effectivement qui se passent dans ce monde.
particulièrement des choses sur lesquelles je n'ai aucun impact. Si encore c'est des choses sur lesquelles je peux avoir un impact et en fait vraiment mes actions du quotidien peuvent avoir un impact, là ok, je veux bien être au courant, me renseigner sur ça, même voir des images violentes si ça peut être nécessaire, parce que je me dis ok, là je sais que je peux faire quelque chose. Mais si c'est des choses sur lesquelles je n'ai aucun impact, je ne peux rien faire et ça va juste me mettre dans un état terrible et je ne peux rien y faire, bah non merci. Parce que du coup ça va simplement me créer un stress absolument inutile. Et c'est pas comme ça que j'ai envie d'utiliser mon quotidien, mon espace mental disponible. Donc, comme vous le voyez, c'est un sujet qui m'anime plutôt. Et en même temps, j'essaye un peu d'argumenter parce que je me rends compte que il y a sûrement plein de gens qui vont m'écouter, qui vont dire ah ben moi je suis complètement d'accord, mais il y en a aussi plein qui vont m'écouter, qui vont dire mais elle est complètement tarée celle-là. Mais voilà, en tout cas, moi je vous partage un peu ma vision des choses. Et le 4e point que je vous conseille pour optimiser votre environnement et votre nourriture intellectuelle, c'est de choisir avec soin les conversations que l'on a aussi avec nos proches. Parce que si vous passez votre temps à râler sur, je sais pas moi, la météo, le gouvernement, sur telle ou telle personne, à gossiper, à critiquer, ça va pas vous tirer vers le haut, hein. Soyons honnêtes, voilà, on dit que, je crois qu'il y a une phrase qui dit que la misère rapproche, et c'est un peu vrai qu'on peut avoir parfois des amitiés qui vont être totalement basées sur des drames, sur les drames qui se passent chez l'un ou chez l'autre, où on fait que parler des galères, on fait que critiquer, parler sur les autres, se raconter, oh là là, tu sais pas ce que j'ai vécu, c'était horrible, etc. Et bien sûr que ça fait du bien des fois de parler des choses qui vont pas, je n'ai pas le mot, mais de se libérer un peu, de sortir de soi, de parler de choses qui vont pas. Je suis pas en train de dire qu'il faut être en mode super positif, tout va bien, je ne parle jamais de ce qui va pas dans ma vie. C'est pas du tout ça, mais la différence, c'est plutôt la récurrence. Vous voyez, quand vraiment vous passez votre temps à parler de choses hyper négatives, forcément, ça va pas vous tirer vers le haut. Et il y a parfois des personnes que on voit, on passe 1 heure à papoter avec eux, et après on rentre chez nous et on se dit ah bah je me sens pas super bien, dis donc. Là c'est, vous voyez, on a tous eu des relations comme ça avec des amis, avec des proches où en fait la personne n'a fait que râler pendant 1 heure, ou peut-être que nous aussi on était à fond dans le truc et dire oui ça c'est nul, etc. Et en fait après on rentre chez soi et on se dit super, je suis un peu déprimée, j'ai envie de rien faire et j'ai plutôt envie de me rouler en boule dans un coin et d'attendre que ça passe. Alors que à l'inverse, il y a d'autres personnes ou d'autres conversations où on passe 1 heure à refaire le monde, à discuter de choses, pourquoi pas à débattre, à exposer nos points de vue, etc. Et on ressort après, on se sent un peu, je sais pas, mais on se sent bien, optimiste, puissant, on a envie de faire des choses et on se sent bien, je sais pas comment le dire autrement. Eh bien, c'est pour ça que c'est hyper important de choisir avec soin vos proches et aussi les discussions que vous avez avec eux. Moi personnellement, il y a des sujets que j'évite au maximum et je ne m'entoure que de personnes au maximum avec qui je peux avoir de vraies discussions et pas juste parler de la pluie et du beau temps, parler sur les autres, critiquer ceci, cela, etc. Encore une fois, l'idée c'est pas de tout voir en positif et d'être dans le déni, mais il y a une différence entre tout voir en positif et passer son temps à parler en négatif, et un juste milieu est quand même possible. Donc encore une fois, demandez-vous quand vous passez du temps avec quelqu'un, comment vous vous sentez ensuite. Est-ce que vous vous sentez un peu ramollo et déprimé, ou plein d'entrain et de joie et d'optimisme? Voilà, on peut aussi, parmi ses proches et les discussions que l'on a, faire le tri au même titre que sur les réseaux sociaux. On peut, entre guillemets, mettre en sourdine certaines choses, refuser certaines conversations, moins voir certaines personnes aussi. Je sais que c'est pas toujours facile, mais vous aurez beau avoir la meilleure hygiène de vie possible, si vous êtes entouré de personnes hyper négatives, hyper toxiques et vraiment qui vous tirent pas vers le haut, forcément ça va avoir un impact sur votre santé physique et sur votre santé mentale. Donc idéalement, ce serait bien de s'entourer de personnes qui vous soutiennent, avec qui vous pouvez discuter de sujets qui vous passionnent, avec qui vous avez des intérêts communs, qui vont pas vous rironner si vous dites, je sais pas moi, que vous avez envie de faire telle chose ou telle chose pour votre santé, par exemple. Encore une fois, l'idée c'est pas d'être à 100% parfait et de ne consommer que du contenu absolument positif qui nous apporte quelque chose, de n'avoir que des amis avec qui on a tout en commun, ou bien sûr que il faut trouver un juste milieu, mais j'essaie de vous décrire un peu la situation la pire et puis la situation idéale, et l'idée c'est de trouver un peu un juste milieu. Et on a tout à fait le droit aussi des fois de tomber dans la critique, de consommer du contenu inutile de temps en temps, ou du contenu un peu mauvais entre guillemets. Moi j'aime beaucoup le principe des 20-80, c'est-à-dire
80% du temps essayer de faire les choses le mieux possible et puis 20% du temps se lâcher un peu la grappe et se dire bah tant pis, allez là je sais que je suis en train de faire un truc qui est pas génial mais tant pis, voilà. Quand je dis pas génial pour ma santé, voilà, hein, l'idée c'est pas de faire du mal aux autres, mais en tout cas voilà, d'essayer de trouver, comme pour l'alimentation, hein, de faire un peu ce 20-80, et c'est aussi ça l'équilibre de la vie. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura fait réfléchir. J'ai choisi aussi de vous faire cet épisode parce que j'ai vu plusieurs personnes en consultation qui faisaient tout bien au niveau santé, mais qui quand même faisaient passer leur temps à râler, à critiquer, à être négatifs, ou bien qui se laissaient bouffer par leurs proches qui étaient entourés de personnes malheureusement qui étaient pas très positives pour elles, qui avaient tendance à leur dire des choses pas très positives, à critiquer tout ce qu'elles faisaient, à leur dire qu'elles allaient pas y arriver, etc. Et ben évidemment leur santé et leur bien-être, ils en prenaient un coup, puisque, encore une fois, il y a ce que vous mettez dans votre assiette, il y a votre stress, l'exercice physique, il y a plein de choses qu'il faut prendre en compte, mais il y a aussi tout ce qui rentre dans votre cerveau, et ça, c'est aussi important que tout le reste. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de reprendre un peu le contrôle sur votre santé et sur votre environnement, autant que possible. J'espère que cet épisode aura pu vous faire réfléchir. N'hésitez pas à réagir à cet épisode, à venir un peu me dire sur Instagram ce que vous en avez pensé. Honnêtement, c'était pas hyper facile et hyper confortable pour moi de vous parler de tout ça. Donc n'hésitez pas à venir me dire si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord avec moi aussi. Enfin vraiment, tant que ça reste bienveillant, je suis absolument ouverte à la discussion et c'est intéressant aussi pour moi d'avoir un peu votre retour sur ce genre d'épisode qui est un peu différent d'habitude. Hein. Forcément, là, je suis plus partie dans une réflexion un peu philosophique. Donc n'hésitez pas à venir me dire sur Instagram, en commentaire ou en message privé, si ça vous a plu, si vous souhaitez plus d'épisodes comme ça ou si finalement vous préférez plutôt des trucs techniques et scientifiques. Et puis si cet épisode vous a plu et si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça me touche toujours beaucoup de voir vos avis et puis ça aide le podcast à grandir et ça c'est quand même super chouette. Donc merci beaucoup à toutes celles et tous ceux qui prendront le temps de laisser un avis. Quoi qu'il en soit, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode et en attendant, prenez bien soin de vous et prenez soin de votre environnement.